Donc le choix s'est arrêté sur le bâtiment du centre méditerranéen, qui est l'ancienne recette de finances de Houmso, afin d'élaborer un centre de ressources associatives à Djerba. La première étape était de faire un état des lieux. On va alors procéder à une analyse du bâtiment existant. Il s'agit là d'une critique architecturale du bâtiment de l'ancienne recette de finances de Houmso, édifié en 1908. Donc, pour analyser une œuvre architecturale, quelle qu'elle soit, il faut la placer dans son contexte historique, architectural, géographique et culturel. Donc, ce bâtiment a été édifié pendant la colonisation française, une période qui a vu l'apport du dit style colonial. Ce style est basé sur la notion de l'ordre, de la symétrie. On a vu aussi, au fur et à mesure, ce style a été influencé par le style local, et on a vu pendant cette période naître ce qu'on appelle l'architecture coloniale. L'architecture coloniale arabisante, qui utilise les concepts de l'architecture classique additionnés aux éléments architectoniques arabo-musulmans. Sur le même principe, mondialement, il y a eu aussi la naissance de ce qu'on appelle l'art nouveau. L'art nouveau qui abat les frontières entre les arts majeurs et les arts mineurs. Et par rapport à l'architecture, l'utilisation de plusieurs formes d'art pour l'ornementation, notamment des façades. Pour le contexte culturel, donc ce bâtiment est édifié sur le lit Djerba. On sait tous que notre île, est connue par son architecture typique, qui se décline en menzel, en atelier de tissage, en mosquée. Donc l'architecture vernaculaire djerbienne répond aux besoins de l'homme et se fond dans le paysage. Je cite là notre maître Si Mohamed Ben Ayed, qui dit que l'architecture traditionnelle djerbienne, l'habitat traditionnel djerbien, s'il est dispersé, il est aussi parfaitement organisé et dégage une nette impression d'équilibre. Conçu à la dimension de l'homme de l'île, il a su tirer le maximum de la nature sans la détruire. Pour le contexte géographique, donc c'est l'île du Djerba, avec toutes ses caractéristiques géographiques et climatiques. Le contexte culturel aussi, c'est la diversité de la population de Djerba, en tant que la présence de plusieurs religions, et aussi il faut noter aussi que le djerbien, au cours du temps, a toujours exercé plusieurs professions simultanément. Il est artisan, pêcheur, agriculteur. Donc là, il s'agit d'une richesse qu'on ne peut pas ignorer. On commence par l'analyse formelle du bâtiment. Donc le débat, il va être sur deux parties, une analyse formelle et une analyse fonctionnelle. Pour l'analyse formelle, le bâtiment, il s'agit d'une base formelle carrée auquel a été additionné, vous pouvez voir, deux rectangles d'or de part et d'autre. La partie centrale du projet est légèrement mise en retrait, ce qui permet de mettre l'entrée en valeur. L'articulation des éléments suit toujours la logique de l'axe principal de symétrie, suivant lequel les éléments sont additionnés. Comme j'ai dit au début, on est dans un style colonial additionné à une architecture arabo-musulmane, donc toujours les notions de symétrie sont présentes. Après, par rapport à cette symétrie principale, on va voir naître plusieurs d'autres formes irrégulières, comme le premier hangar et le deuxième hangar. Ce sont des formes qui ont été additionnées et qui n'obéissent pas à cette première règle de symétrie. Pour l'analyse, là on est au niveau du plan de l'étage, pour l'analyse formelle, donc l'inventaire formel il est le même que celui du rez-de-chaussée. On remarque que seulement la partie centrale du bâtiment elle est dédoublée en étage, et que les autres bâtiments asymétriques
reste seulement au rez-de-chaussée, ce qui nous permet de conclure que ces derniers bâtiments ont été ajoutés au fur et à mesure selon les besoins qui se sont accumulés au fur du temps. Là, on est sur l'élément, l'analyse formelle de la façade. Donc, on est toujours dans la composition symétrique, avec deux parties de part et d'autre d'un élément central mis en valeur et en plus couronné par une ouverture en arc au milieu, ce qui nous donne une référence à la disposition classique de l'arc de triomphe. Donc l'arc de triomphe, toujours, on a une partie centrale et deux parties de part et d'autre. Donc toutes les entités syntagmatiques s'organisent selon un axe de symétrie élémentaire et un axe de symétrie principal qui articule l'ensemble de l'édifice. Bien sûr, ajoute à cela, donc, les éléments architectoniques de l'architecture arabe-musulmane sont ici intégrés sur la notion de la symétrie. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est au niveau de, par rapport à la photo en bas, c'est au niveau de traitement de la façade. On peut remarquer une très timide référence à la notion, une notion de grammaire classique qu'on appelle la composition tripartite, c'est-à-dire qu'on a une base en bas qui est de couleur grise, une grande partie du bâtiment qui est de couleur blanche et une simple frise modeste en haut. L'analyse aussi de la coupe reprend toujours, donc on est toujours dans la même composition tripartite, surtout avec l'existence des murs porteurs de part et d'autre. Donc un élément central et deux parties de part et d'autre. Ça c'est pour l'analyse formelle. Pour l'analyse fonctionnelle, donc on reprend le plan du rez-de-chaussée. Ce qu'on remarque, c'est que au niveau du rez-de-chaussée, puisqu'il s'agit d'un bâtiment administratif, c'est que la dialectique client-administration, c'est la base de la répartition fonctionnelle. On remarque que la syntaxe fonctionnelle obéit à des règles simples de proximité, sans dominance d'une fonction par rapport à l'autre. Là, c'est une simple réponse aux besoins d'espace bureautique. Donc, une disposition, un positionnement en U qui, pour distribuer les bureaux, qui permet l'échange vers l'extérieur, avec le client extérieur, et qui ne permet pas une hiérarchie intérieure. Donc là, on remarque très bien que ce bâtiment a été essentiellement édifié pour être une recette de finances, et pas autre chose. Surtout au niveau de rez-de-chaussée. Au niveau de l'étage, au premier lieu, le bâtiment a été édifié pour être un logement de fonction. Un logement de fonction, donc on a donc un logement de fonction, donc on a un espace central de circulation longitudinal qui est dicté par la disposition décalée de l'escalier, ce qui permet d'organiser les différentes pièces et de les communiquer entre elles. Donc le plus souvent, cet axe central de circulation est la seule possibilité, la seule relation possible entre les pièces. Si on regarde pareil, l'analyse fonctionnelle de la façade, on remarque que de l'extérieur, donc la façade de l'extérieur, on ne peut pas distinguer les fonctions du bâtiment. Donc les éléments architectoniques de la façade ne se différencient pas par rapport à leur fonction. Donc qu'il soit une chambre ou un bureau, on a toujours le même traitement sur la syntaxe formelle. Donc ça ne nous obéit pas aux règles, ça ne dégage pas la fonction de l'espace. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est la séparation entre les espaces publics en bas et les espaces réservés au logement en haut. Ce que donc je voudrais vous montrer, c'est cette disposition-là du bâtiment. Donc, on a en rez-de-chaussée une fonction administration, en étage une fonction d'habitation,
une circulation verticale et une circulation horizontale, avec juste la porte au milieu qui montre la fonction d'accès. Et je termine par l'analyse sémantique des détails, surtout utilisée au niveau de la façade. Ce qu'on remarque, c'est l'utilisation des fenêtres supérieures. Pour les fenêtres supérieures, ce qui se trouve en haut, donc les fenêtres supérieures, on remarque l'utilisation de la forme de l'arc survissé brisé, qui est propre à un style de l'architecture arabo-musulmane. Le bois aussi de persienne renvoie à l'image de la guénaria, l'utilisation de la céramique au niveau de la façade et du tuile. Tout ça nous renvoie à l'idée des palais de la Médina. Donc, ces références à l'ornementation des palais est aussi utilisée pour signifier la fonction d'un habitat noble. Donc, il s'agit là du directeur de recette de la finance. Donc, il faut que le bâtiment donne ce caractère de bâtiment noble, de quelqu'un qui est de la noble société. Au niveau du rez-de-chaussée, il y a moins d'ornementation au niveau des fenêtres. L'accent là est mis sur la notion de la sécurité avec l'utilisation du fer forgé et la notion la notion stricte, c'est-à-dire un rapport avec un bâtiment quand même un bâtiment administratif. Donc, la partie la plus élaborée au niveau des façades de l'édifice, c'est la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée reflète son image, l'image d'un édifice administratif, donc un caractère monumental et qui dégage aussi un aspect de respect vis-à-vis de l'usager. On a des colonnes détachées qui créent une sorte de porte-niche. C'est une transition intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Le porche est ici une entité spatiale. C'est un volume intermédiaire entre deux espaces, extérieur et intérieur. Donc pour conclure, il s'agit d'un bâtiment qui est du style colonial arabo-musulman. Donc c'est un mélange entre les notions de l'ordre et de la symétrie connues de l'architecture classique, additionnées avec des éléments architectoniques se référant à l'architecture arabo-musulmane. C'est un bâtiment édifié pour une fonction bien précise, c'est-à-dire un bâtiment de recette de finances additionné d'un logement de fonction. Les autres bâtiments qui sont ajoutés par la suite, ce sont des bâtiments ajoutés au fur et à mesure selon les besoins et les fonctions qui se sont développées au fur du temps. Merci. Je cède la parole à M. Meher Amour, ingénieur conseil, qui va vous présenter l'étude pathologique de ce bâtiment.